c'est De Funès qui a dit à mon père tu devrais faire des comédies. Et il n'y avait pas pensé. Et donc ça a fait sa marche dans son esprit, puisque le Cornio a été tourné en 1964, La Grande Vadrouille en 66. Et donc c'est De Funès qui a mis la graine dans le cerveau, et je crois qu'il peut lui en être reconnaissant. Mon père a eu l'idée, je crois me souvenir que c'était pendant l'écriture de La Folie des Grandeurs. Mon père un jour m'a dit j'ai envie d'écrire une comédie sur cette communauté de juifs hassidiques avec ses règles extrêmement strictes par rapport à la vie générale de la ville, et parler de ça, et surtout j'imagine dès le départ concevoir un personnage pour Louis de Funès qui pouvait en effet jouer finalement quelqu'un de profondément antisémite, raciste, donc très antipathique, tout en ne délivrant finalement que des vibrations comiques, ce qui était effectivement, tout a été construit autour de l'idée d'écrire ça pour Louis de Funès. Bon ben voilà, maintenant on est derrière un Belge. Un Belge. Pourquoi, les Belges d'entrée, vous les aimez pas? Ils nous polluent, les Belges. T'as regardé son pont, c'est un pont belge, c'est une comme ça. Je me suis retrouvé avec le stylo, la page blanche, et l'expérience nouvelle d'écrire de rien, suite bien sûr à nos conversations, à nos séances de travail, etc. C'est moi qui ai pris la plume pour la première fois. Et ensuite, mon père reprenait les scènes, reprenait les textes, les retransformait, me les redonnait. Mais enfin, ça a été pour la première fois un travail à deux. Il y a des options à prendre. Il n'est pas question de tourner la suite des aventures de Rabbi Jacob, pas plus qu'il n'a été question de tourner. Tu te rappelles quand vous avez suggéré de faire un deuxième Cornio, tu comprends, le Cornio. Oui, le Cornio en vadrouille, la Grande Vadrouille revient, le Cornio is back, ou n'importe quoi. Mais donc, par conséquent, dans cette option d'aujourd'hui, tout le problème, en fin de compte, si tu veux, pour moi, à mon avis, je ne sais pas quelle est ton opinion là-dessus, c'est d'essayer d'aller plus loin dans un sujet comique, mais en se servant d'une grande aventure, ou d'une grande plaie, ou d'un grand problème, ou d'un grand thème du monde moderne. Ça a été un scénario extrêmement difficile à écrire. Ça a été plein d'accidents de parcours, de pannes, de questions. Tout a l'air facile quand on voit un film, quand il est réussi surtout. Mais ça n'a pas été facile du tout. C'était un énorme travail. On est parti pour Israël. À un moment donné, on s'est dit que peut-être que le film allait se dérouler là-bas, à un moment donné, au moment où ils sont à l'aéroport. Et donc on s'est dit, bon bah on va aller voir. On ne connaissait pas du tout Israël. On est allé passer une dizaine de jours tous les deux là-bas. Ça a été absolument magnifique. Ça nous a complètement débloqués. Et quand on est rentré à Paris, on s'est dit, ben finalement, Rabbi Jacob n'ira pas en Israël, il va aller rue des Rosiers. C'est comme ça que la suite du scénario est repartie. Ça a été une panne extrêmement angoissante, qu'on a très souvent d'ailleurs dans l'écriture d'un film, où on est tout à coup très heureux d'être arrivé comme ça au milieu du gué, et puis de se dire, mais est-ce que finalement, c'est pas une mauvaise idée, est-ce qu'on va y arriver? Et on l'a eu ô combien pour Rabbi Jacob, et c'est ce voyage en Israël qui nous a tout redéclenché. Bon, alors on travaille demain? Ok, même heure demain? Même heure demain, okay. On va manger. Il y a des choses qui sont frappantes dès le départ. C'était un scénario formidable. Formidable. Les aventures de Rabbi Jacob, d'ailleurs, des beaucoup plus grands que moi l'ont dit. Je me souviens qu'Audiard avait dit une fois que dans Rabbi Jacob, il y avait un scénario formidable. Il se passe une chose qui nous a complètement aussi retardé dans l'écriture du scénario, c'est qu'il y a quelque chose de complètement illogique, bien sûr, dans le fait que si vous voulez, vous pouvez prendre la fausse barbe de quelqu'un, mais vous ne pouvez pas vraiment prendre sa vraie barbe. C'est une des incongruités du scénario, je l'avoue humblement. Et après des mois, mais littéralement des mois d'hésitation, on a décidé qu'on s'en foutait, parce qu'il n'y avait plus de film si on ne le faisait pas. Il y a aussi le fait que la fameuse scène très très drôle du début avec le chauffeur où Henri Guibet lui dit c'est vendredi soir, je m'arrête, c'est la tombée du jour, c'était forcément un vendredi soir, et que dans la marche du film avec la scène de la nuit dans l'usine, on arrivait forcément un samedi matin à l'aéroport d'Orly où arrive le vrai Rabbi Jacob. Or, le vrai Rabbi Jacob ne peut pas voyager un vendredi soir, c'est absolument impossible. Et ça, c'est une question aussi qui nous a vraiment taraudé pendant toute l'écriture du film, et où à un moment donné, encore une fois, à bout d'en ayant essayé de trouver toutes les solutions, on s'est dit tant pis.
Puis finalement, on a bien fait, parce que c'est vrai que quelques personnes s'en sont aperçues, mais qu'en fait, c'est pas assez, tant pis, tant pis. C'est du cinéma, c'est là où tout à coup on a le droit de se dire c'est du cinéma et ça passera. Mais c'est vrai que nous, ça nous a beaucoup occupés. Mais voilà. J'arrive dans le bureau de Gérard Houry, et la première question qu'il m'a posée, justement, il m'a dit « Excusez-moi de vous poser cette question, mais est-ce que vous êtes juif ?» Et là, je lui ai dit « Non, mais ça peut s'arranger très vite. » Et il m'a dit « Non, parce que vous comprenez, mais je suis persuadé que vous arrivez, il faut parler un peu hébreu, mais on vous apprendra. » Et il m'a fait lire la fameuse scène « Salomon, vous êtes juif », c'est la première scène. Et je suis parti, il m'a dit « Je vous donne ma réponse dans 2 jours. » Et 2 jours après, on m'a téléphoné, on m'a demandé de venir chercher le scénario. Je suis arrivé sur ce film parce que Gérard Houry avait besoin de personnages avec l'accent du Sentier et que celle qui faisait le casting, Margot Capelier, savait que je passais dans un petit cabaret qui s'appelait l'Échelle de Jacob, où j'avais un numéro de cabaret. Je sais que le casting a été assez difficile. Suzy Delair, je crois que c'était très amusant de la faire réapparaître, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas tourné. C'est une merveilleuse actrice. Dalio est un personnage qui rendait le vrai Rabbi Jacob totalement crédible. Donc pourquoi ne pas s'adresser aux merveilleux acteurs? Alors j'avais vraiment l'impression d'être dans la cour des grands, hein, d'être au milieu de gens. J'avais l'impression de faire du vrai cinéma. Parce que tourner avec des gens de sa génération, on tourne avec des copains, enfin des gens qui ont le même passé que vous. Là, je tournais avec des gens qui avaient un grand passé. Je pense qu'il y avait peu de comédiens à l'époque d'origine arabe et je pense qu'il y a eu pas mal de gens qui ont dû faire des essais. Et il fallait aussi un très très bon comédien, parce que c'est un rôle extrêmement difficile, où fallait pas que le personnage soit écrasé par De Funès, ça c'est pas facile non plus. Et donc je crois que quand mon père a vu Claude Giraud, qui était donc à la Comédie Française, et qu'il s'est dit qu'il pouvait tout à fait lui noircir les cheveux un peu, et qu'il passerait très très bien pour un homme d'Afrique du Nord, et donc... ça s'est très bien passé après, mais je pense qu'il a eu du mal à le trouver. Bon, j'avais aucune appréhension parce que d'abord, je me disais Gérard Houry, De Funès, et puis bon, le plateau qu'il y a derrière. Bon, au moins, si le film est raté, la prestation de ces gens-là fera que bon, ça sera quand même acceptable. Alors, puis je ne pensais pas qu'Houry pourrait rater un truc comme ça. Puis chaque fois que j'avais lu le scénario me paraissait quand même tenir la route. Donc je n'avais pas d'appréhension. Non, la seule appréhension que j'avais, peut-être, c'était est-ce que face à De Funès, je vais être à la hauteur? Parce que être mauvais à côté d'un grand bonhomme comme ça... Mais je me suis aperçu d'une chose, et ça a été un exemple dans mon existence, c'est que quand on joue avec un grand acteur, eh ben, il vous aide à trouver le vôtre. Je vais vous dire, j'ai été engagé sur ce film pour 8 jours. Je suis resté 2 mois. Au bout du 3e jour, Gérard Houry m'a dit « Si tu es libre pendant toute la durée du tournage, on ne sait pas ce que tu feras, mais bon, voilà. » C'était pas un tournage rigolard, mais c'était pas un tournage triste non plus. Moi, ce qui était surtout passionnant pour moi, c'était que j'étais en contact avec des gens que j'avais admirés quand j'étais jeune. Allô, c'est vous, Germaine? Il est 11h du matin. Depuis hier après-midi, je vous guette par la fenêtre entre 2 caries. Où avez-vous passé la nuit? L'équipe, elle est vraiment pas là pour rigoler. Personne ne peut tout à coup se laisser aller à devenir spectateur. Une équipe, elle bosse. Alors, je pense que s'il y a toujours cette atmosphère-là sur un tournage. Alors maintenant, en effet, il peut y avoir tout à coup quand même un déferlement de rire, un fou rire général, quelque chose comme ça, mais c'est rare, hein, parce que
On n'est pas là pour ça et chacun fait son truc et il y a une telle concentration. Ouais, c'est quelqu'un de très exigeant, d'extrêmement pointu sur ce qu'il voulait, de très concentré et en même temps quelqu'un qui adore rire, qui adore rire. Le cinéma d'Horry, c'est un travail extrêmement précis. Et surtout dans ce genre de truc, le comique, on peut pas trop... C'est précis, c'est méticuleux, c'est au millimètre près. Hein. Donc, non, il n'y avait pas d'allemand d'après. Si, par exemple, je sais, la fameuse scène Salomon, vous êtes juif, tout ça, avant de la tourner, dans la voiture, Houry nous l'a fait répéter, et là, on a apporté quelques petites modifications. Mais pendant la répétition, je veux dire, tiens, on pourrait peut-être dire ça, changer, on a fait quelques petites modifications à ce moment-là. Gérard Houry m'a dit, tu peux, chaque jour, si tu as envie de dire quelque chose, tu me le dis, j'achète ou j'achète pas, me disait-il. Et parfois, effectivement, il me donnait des choses. Vous venez de dire une phrase, là. C'est monsieur la police. Ça, c'était dans le scénario. C'est pas moi qui devais le dire, c'était le chauffeur, Guibet. Et Houry a enlevé cette phrase pour me la donner. Je lui en suis reconnaissant. Je pense que Guibet m'en a pas voulu. Mais s'il m'en avait donné plusieurs, comme ça, j'aurais bien aimé. Vous marchez trop lentement. On a le temps, il va pas s'envoler. Dépêchez-vous. David, viens ici, je te dis. Regarde, mon chéri. Regardez-le qui c'est qui est là-bas. Et voilà, c'est sûrement lui. Jacob. Oncle Jacob. Oui, Jacob. Où je le vois pas. Là-bas, je t'ai dit, tu regardes n'importe où. Regarde là-bas. Vous savez, c'est très encadré, c'est très prévu d'avance. En plus, c'est un film où il y a des gags, il faut les préparer. Il fallait bien sûr techniquement préparer les choses d'avance. Donc il y a très peu d'improvisation, sauf à l'intérieur, évidemment, du jeu d'un acteur où des étincelles se passent. Je sais que mon père faisait beaucoup de prises et que De Funès était quelqu'un qui s'améliorait de prise en prise. Il faut avoir la ténacité et la force de caractère et l'humour d'arriver à dire, ben voilà, on en fait une 14e, une 15e, une 16e, et tout à coup, la 16e, il y a le truc qui manquait, et je crois que toutes ces prises-là sont dans le film. Ah ben là, il y avait un truc formidable, c'est que De Funès, Houry lui faisait faire 12 à 15 prises. Alors moi, au début, je croyais que c'était moi qui faisais mal. Puis Louis m'avait dit, non, c'est pour moi. Et pourtant, moi, De Funès, je le trouvais bien à chaque fois. La première prise était déjà géniale. Hein, faut pas... Mais Houry était malin, très malin, Houry. Il savait très bien que s'il poussait De Funès, au bout d'un moment, De Funès allait faire du sur De Funès. Et là, il était génial. De Funès, il avait besoin de se chauffer, et le réalisateur attendait de lui le petit truc qu'il va trouver. À un moment donné, il va trouver dans telle prise. Ça y est, il l'a trouvé la 7e, 8e prise, mais il y avait un poil, il y avait un cheveu, il y avait quelque chose. Donc on va essayer, on fait 9 prises, mais là, il l'a plus. Alors on veut rester là-dessus, et on arrive à 20 prises pour retrouver ça. Alors c'est très fatigant pour les autres. Je me souviens qu'un jour, dans Rabbi Jacob, je montais dans l'autobus et je disais à De Funès, montez, oncle Jacob, montez, c'est moi qui allais prendre l'étiquette. À la 6e prise, il continue parce Gérard Houry essaye de trouver le petit truc de De Funès. 6e, 7e prise, et je me souviendrai toujours que Gérard Houry m'a dit à moi, fais attention, tu perds ta fraîcheur. Et moi, au début, à chaque fois que je recommence, je me dis, attention, il faut que je tienne la route, parce que bon... Mais cela dit, ça ne me gênait pas, parce que moi aussi, j'aime bien répéter. J'aime bien refaire. Donc, ça n'avait pas beaucoup j'étais content. Je pense qu'il y a eu des difficultés sans cesse. D'abord, il y en a toujours sur un tournage, mais enfin là, c'est vrai, par exemple, que l'usine de chewing-gum, qui a été un gros morceau, je crois qu'ils ont tourné 3 semaines dans les studios de Billancourt. Je sais que le chewing-gum était évidemment une matière qui n'était pas du chewing-gum, qui avait été complètement fabriquée par l'accessoiriste, qui est donc une matière qui ne devait pas être toxique, puisque les acteurs y ont passé un temps fou, y compris avec les yeux, la bouche, le nez, etc., parce qu'ils étaient à l'intérieur, et qu'ils tombaient dedans, et bien sûr à répétition avec le nombre de prises qu'on faisait.
Et donc, on avait inventé cette espèce de substance verte, avec ce verre sur lequel mon père était très vigilant, parce qu'il fallait que ce soit vraiment un verre pomme, pour que ce soit drôle, il fallait que ce soit ce verre-là et pas un autre. Ce sont des détails qui ont l'air de détails, mais qui sont très importants. Et donc, il fallait que ça ressemble au chewing-gum. C'était une mixture avec de la farine, je crois, et différents produits, sauf que il y avait de la levure, et que je crois que le premier jour de tournage était un vendredi, et le dimanche, le concierge du studio a téléphoné à mon père en disant il y a une catastrophe parce que pendant le week-end, la matière en question avait fermenté et ça avait fait des bulles et ça avait envahi, c'était sorti des fameuses cuves qu'on voit dans le film, comme ça. Et ça avait envahi le studio, et un jour, le concierge a vu une espèce de matière verte qui sortait, on dirait un film d'horreur. Et donc, en effet, il y a eu, alors là, nettoyage, assurance, il a fallu tout brosser, ça a été tout un ramdam qui a en effet été une difficulté, parce que ça a retardé le film de quelques jours. Et on a refabriqué cette matière sans la levure, et ça s'est très bien passé après. Enfin, les acteurs, et notamment Louis, a passé 3 semaines avec évidemment le soir, nettoyage complet, plusieurs douches pour enlever il y passait un temps fou, puisqu'il y replongeait. Ça, ce sont des choses qu'il a fait lui, qui ont été absolument géniales, parce que il est là, il regarde, pof, il replonge dans le chewing-gum. C'était absolument extraordinaire la manière dont il a, lui, profité de cette situation pour le film. Nous sommes allés visiter une usine de chewing-gum au moment où nous écrivions le scénario. Et on est arrivé dans un endroit qui ressemblait à une usine nucléaire. On avait d'ailleurs un mal fou à avoir le rendez-vous. On avait l'impression qu'il y avait des secrets défense à l'intérieur de cette usine. Tout ce qu'on avait imaginé qui est dans le film était impossible, parce que nous, on voulait un endroit qui soit comme ça, extrêmement vivant, où on voyait les cuves, où on voyait le chewing-gum, etc. Bon, on s'est aperçu que ça n'existait pas, en tout cas que ça n'existait plus. Et alors, les assistants ont déniché une usine de sucre dans laquelle il y avait en effet ces fameuses cuves qui ont été reproduites en studio, et dans lesquelles il y avait non pas du chewing-gum mais de la mélasse. On est parti dans cette usine pour voir comment c'était, pour pouvoir écrire ce qui est dans le film, c'est-à-dire les endroits où il y avait des escaliers, où on pouvait faire tomber les fameuses petites billes, où il pouvait y avoir en effet le bureau vitré qui donnait sur la cuve par lesquelles il tombait, etc. Il fallait quand même imaginer quelque chose qui était tout de même assez logique, et dans lequel on puisse faire des raccords, puisqu'il y a des raccords larges il y a des plans larges qui sont tournés dans cette usine en question, et d'autres en studio. Il y a un mélange des deux. Et ceci dit, c'était extrêmement cinématographique et photogénique, et c'est dans cette usine-là que le film a été tourné, en plus évidemment des studios où les cuves de chewing-gum ont été reproduites. On a enregistré tout à l'image, c'est-à-dire je me trouvais au studio avec un grand écran, avec 80 musiciens, tout l'orchestre, on enregistrait une musique, il y avait le film qui défilait, et il y avait le résultat et l'avis de Gérard Houry qui était immédiat. C'est-à-dire, il disait, voilà, ça va pas, je voudrais ça, bon. Ce qui impliquait parfois des choses assez extravagantes, puisque tout d'un coup, il me disait, oui, c'est très bien, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir ce passage qui vienne 20 secondes plus tôt sur De Funès, là, au lieu de venir tel que je l'avais écrit? On essayait avec l'image, bon, la technique était moins développée qu'aujourd'hui, ça prenait toujours du temps. En tout temps, il y avait toujours 80 musiciens qui attendaient. Et Gérard, en plus, il avait l'habitude de raconter le film devant les musiciens. Il y avait tous les musiciens qui écoutaient, ce qui était formidable, puisque ça les mettait un peu dans l'atmosphère du film. Ils savaient ce qu'ils jouaient, ils savaient pourquoi ils jouaient et comment. Donc j'écrivais les partitions sur place. Il y avait des copistes sur place qui faisaient les rectifications sur les parties, et puis on réajustait la musique. Je parle de ces musiques internes dont vous dites, pour arriver exactement à ce qu'ils souhaitaient. Mon père a cherché partout une synagogue
qui lui plaise cinématographiquement. Finalement, on a fini par la reconstruire en studio. C'était un magnifique décor, parce qu'il voulait justement un peu une synagogue à l'ancienne, avec une atmosphère très chaleureuse, et ces boiseries, ça donnait... Tout ça sont des choses qu'on ne remarque pas forcément quand on voit le film, mais en fait on le subit sans s'en rendre compte. Et il voulait que ce soit beau. Et ça a été toujours un de ses soucis dans tous ces films comiques qui pouvaient finalement sembler comme ça un petit peu superficiels, mais c'est qu'en fait les décors, la lumière, la musique, la qualité du film, la photo, que ce soit très beau. Et je trouve vraiment que Rabbi Jacob est en plus esthétiquement un film très réussi. Dans la comédie, je n'aime pas, et Gérard Louis non plus n'aimait pas la musique qui pastiche ou une musique dite comique, si vous voulez. Il aime une musique généreuse, une musique de film qui n'a pas une connotation au premier degré. Mais en même temps, les musiques de suspense sur les méchants ne doivent pas être une musique non plus qui plombe le film. Sans que ça soit caricatural, il faut qu'il y ait un équilibre entre le sentiment, entre la nature du film. Et c'était très, très, très délicat, très difficile à faire. Je crois que nous, on a très bien représenté la famille. On a donné une vérité, dans ce film, on a donné une vérité qui n'était pas une caricature. Ça, c'est très important. Pour donner plus de vérité à la force comique et invraisemblable de Funès. Herr Rosenberg! Cher Cachet. C'est vrai que quand on a ce recul, qu'on n'a pas été au tournage et qu'on connaît les ressorts du film, la manière dont toute la genèse s'est faite, on peut être très utile au montage parce que c'est un moment où le metteur en scène est fatigué, où le monteur est absolument submergé d'images. C'est Albert Turgeanson, qui malheureusement n'est plus là, qui a monté le film et qui a beaucoup travaillé sur ce montage qui, lui non plus, n'a pas été facile, parce que le montage a été aussi... Il y a eu des bouleversements, notamment dans toute la dernière partie du film. Et donc, c'est vrai que j'ai participé à pas mal de séances de montage. Alors, ramène-moi ça ici, parce que par rapport au plan qui est monté, là, je ne sais pas si... On n'aurait pas... Oh là là, ben oui. Donne-moi un peu ça. On va voir là. Ça, c'est un Streibel. Ça aussi, c'est un Streibel. Ça, c'est papillote. Ça aussi, c'est une papillote. On était très nerveux. On était très nerveux. On avait eu une projection quelques jours avant la première du film, seul dans une salle avec De Funès. On lui a montré le film. Il y avait le producteur, Bertrand Javal, et il y avait Georges Craven qui était chargé de s'occuper de la presse. Donc nous étions 4 dans cette salle, et je crois que c'est une des projections les plus sinistres à laquelle j'ai jamais assisté de ma vie. On sort de cette projection, on va au café, comme toujours dans ces cas-là, et tout le monde est resté silencieux. De Funès était sinistre, parce que je crois qu'il détestait se voir et qu'il ne se trouvait pas drôle. Et on est ressorti, je dois dire, dans un piteux état, en se demandant ce qu'on avait fait. Est-ce que quelqu'un allait rire une fois, parce que la personne n'avait jamais ri. Donc, c'est très étrange ce qui se passe, parce qu'on voit un autre film quand on le voit comme ça. Et donc, on ne l'avait évidemment jamais vu en public, et quelques jours plus tard, la fameuse grande première a eu lieu donc, au Gaumont-Alésia, et où il y avait l'équipe du film mêlée avec du vrai public. Et ça a été, je crois que c'est vraiment un des plus beaux souvenirs de cinéma de ma vie, ça a été d'entendre tout à coup ce déferlement de rire. On n'entendait plus les dialogues, on n'entendait plus rien tellement les gens riaient, et on voyait un film, on découvrait le film qu'on avait fait. Ça a été une soirée vraiment magnifique. Vivre des moments comme ça, c'est des moments exceptionnels de son existence. C'est des cadeaux extraordinaires pour un musicien. Ce film a été un très grand succès. J'aurais dû penser que c'était une véritable chance pour moi. C'est venu beaucoup plus tard, avec mon personnage sur la scène. Oh bah oui, c'est la sortie d'un film à succès, c'est toujours un événement extraordinaire dans la vie d'un acteur. Comment on existe, on est
Alors on a une grosse auréole au-dessus de la tête, ça dure 4-5 jours, après ils font parce que la vie continue. Mais il y a un moment, ça fait plaisir, quoi. Faut bien profiter de ces moments-là. En réalité, Uri m'avait tendu une perche que j'ai pas trop su attraper. Et puis il faut se dire que bon, c'est comme ça, hein, le temps, ça va passer. Mais avec Rabbi Jacob, je veux dire, j'ai une chance quand même, c'est que, bon, ça a tenu sur le temps. Ça fait partie de ces films que le temps n'efface pas. Parce qu'à chaque fois, il y a des nouvelles générations qui regardent ça et qui sont émerveillées. Alors ça fait partie oui, c'est bien, ça, d'avoir eu 2-3 trucs comme ça dans sa vie, c'est bien. Je l'ai vu, j'ai des passages de Louis de Funès, mais avec le chapeau, les mains, bon, c'est comme les religieux israélites. Oui, je le revois, ouais, avec plaisir, on le revoit. Louis de Funès, c'est un bon acteur, bon, il y avait des gens qui l'accompagnaient, c'était sympa. Je l'ai vu, la dernière fois que je l'ai vu, c'est à la télé avec ma fille, bon, on s'éclatait de rire tous les deux. Pourtant, je l'avais vu 3 fois. Quand ils veulent passer un bon moment, qu'ils sont à la maison, allez hop, Rabbi Jacob, tous les 4 petits-enfants, les 4. Beaucoup de gens ont toujours remercié mon père de les avoir fait rire. C'est quelque chose, il y a une reconnaissance du ventre. Et il y a quelque chose, oui, de très réconfortant et de très, très beau dans le fait d'être un cinéaste qui a fait des films comiques comme les siens et où les gens vous accueillent avec un sourire parce que vous représentez pour eux un merveilleux souvenir, vous représentez bien sûr tout à coup l'envie de montrer le film à vos enfants, de rire en famille, et c'est absolument merveilleux d'entendre ces enfants rire parce que ça tient le coup, quoi. Ça c'est bien.